Ce que je veux leur dire, et c'est important, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Le coach, il a dit, le premier qui dit Wallah, c'est pas dans l'adversaire. Et les joueurs, ils étaient en mode... C'est quoi les plus grosses galères que tu as rencontrées en tant que coach? Une qui m'a... Franchement, elle m'avait fait mal sur le coup. C'était... on regarde tous les chiffres qu'on fait. Après, faut pas que ce soit pour moi malsain et l'objectif numéro 1. Aujourd'hui, je fais des vraies belles sommes sur YouTube et je vais pas dire que je les regarde pas, mais presque. Tu dois faire ça combien de temps, les réseaux? Alors, je vais dire une phrase qui va faire parler, hein. C'est normal, mais je pensais pas dire cette phrase un jour, mais c'est mon ressenti. Aujourd'hui, je me vois pas. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 42e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on a l'honneur d'accueillir Saïd Dorbani, a.k.a. Saïd de Pied Carré. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, c'est un geste simple. Et c'est ce qui va me permettre de vous donner des épisodes encore plus qualitatifs, d'inviter des plus gros noms. Donc, aidez-moi à vous aider. Saïd est un entraîneur amateur qui s'est lancé sur les réseaux depuis maintenant plus de 10 ans. Il est surtout connu pour sa série YouTube avec les U17 où on a pu suivre le quotidien de son équipe sur 2 saisons légendaires. Il compte aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues. Ça fait du monde. Et dans cet épisode, on va aborder tout ce qui le concerne. Donc on va bien évidemment parler de foot, de sa passion pour le coaching, des réseaux, de la notoriété, de ses avantages et inconvénients. Bref, on a un épisode un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais vous allez voir qu'il est tout aussi intéressant. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Et c'est parti. Saïd, bienvenue au cœur du jeu. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux juste te présenter? Peut-être qu'il y a quelques Québécois qui te connaissent pas, donc. Mais peut-être même quelques Français. Donc Saïd Dorbani, YouTuber foot, on peut dire aujourd'hui. Donc voilà, sur les réseaux depuis quelques années maintenant, je fais du contenu sur le foot. Donc, vous pouvez me suivre sur ma chaîne qui s'appelle Pied Carré, tout simplement pour ceux qui me connaissent pas. Ok. Comme je t'ai dit avant, j'avais une petite réflexion que je voulais partager avec toi. Okay. Parce que, donc je te la fais courte. Le podcast, je l'ai créé il y a 3 ans avec comme mission d'aider les joueurs à atteindre leurs objectifs. Quand je parle objectifs footballistiques et avec une orientation professionnelle. Avec comme mot d'ordre, comme j'aime bien dire, l'expérience ne s'achète pas, mais elle s'entraîne. Et quand on s'était parlé sur TikTok, tu m'as dit demande mon numéro à Val, j'ai demandé à Val direct, et j'ai mis un bon mois et demi avant de t'écrire parce que le dilemme que j'avais, c'était comment réconcilier cette démarche-là de professionnalisation avec toi qui entraîne pas à un niveau professionnel. Je me disais, je veux faire le truc avec intégrité, j'ai pas envie d'inviter Saïd juste parce que il a des abonnés, tu vois. Ok. Aujourd'hui, on en est là parce que dans cette réflexion-là, j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est que du plus amateur au plus professionnel, ce qu'on a tous en commun, c'est un peu notre amour du foot. C'est ce qui a fait qu'on est tombé dedans jeune, qu'on est tombé amoureux du sport et que même quand on arrive chez les plus pros, au quotidien, ils prennent quand même du plaisir à jouer parce que l'amour du ballon est toujours là. Exactement. Et la deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que dans mon cas un peu plus personnel, j'avais des objectifs d'atteindre le monde professionnel. Plus le temps avance, plus je me rends compte que, merde, ils vont peut-être pas être atteints. Et ça s'applique aussi même aux joueurs qui atteignent leurs objectifs, dans le sens où une carrière de foot, c'est pas éternel. Donc au final, le foot reste un véhicule et pas une fin en soi. Et je me dis que, c'est ta venue aujourd'hui, c'est le moment parfait de peut-être remettre l'église au centre du village, de peut-être pas parler de carrière footballistique, avec tout ce que ça comporte, mais plutôt de parler de foot et de l'aventure humaine qu'il y a au centre, parce que je pense que c'est une des réalisations qui prend de plus en plus de sens dans ma vie personnelle, c'est que tout ce que j'apprends dans le foot va me servir et doit me servir ailleurs. Donc au final qu'on soit dans une carrière, dans une démarche professionnelle ou plus amateur, il y a des choses il y a des choses à prendre, ouais. Exactement, il y a des choses à prendre. Il y a des choses à prendre. Avec ta venue aujourd'hui, pour les gens qui écoutent tous les épisodes ou un épisode sur 2, peu importe, c'est peut-être le moment de dire, OK, on laisse de côté la carrière, le statut. Viens, on parle de ce qui nous est tous commun. C'est ça. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Moi, je sais que tu m'as pas contacté par rapport à mon nombre d'abonnés. On a des amis en commun.
avec Ashraf, avec Val, etc. Puis l'un dans l'autre, si on prend le problème dans l'autre sens, ceux qui suivent, il peut dire aussi, ok, John, il va pas seulement voir des professionnels, il va voir aussi des gens comme nous, un petit peu qui nous ressemblent nous. Donc moi, je trouve que la démarche est bonne, tu vois. Donc merci pour l'invitation. Ouais. La première question avec laquelle je veux commencer, c'est si on reste seulement avec ta casquette d'entraîneur. Quand tu es face à un groupe, qu'est-ce que tu penses que qui est ton devoir d'apporter à ces jeunes-là? Ok, donc je suis face à un groupe de jeunes joueurs, on va dire, adolescents, U17, voilà, que je dois leur apporter. Voilà. Moi, on dit pas, par exemple, on est dans un club, j'invente Sainte-Foy-les-Lyons. Par exemple, allez, Sainte-Foy-les-Lyons. Moi, ce que je veux leur dire, et c'est important, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Gagner en étant tricheur, malhonnête, menteur, ça ne m'intéresse pas et ça ne doit pas les intéresser eux. Ça ne doit pas les intéresser. Pour moi, c'est vraiment le plus important parce que aujourd'hui, dans le monde du sport, on dit être fair play. Et comme tu dis, dans la vie de tous les jours, c'est être un humain, en fait. Un humain, voilà, dans le monde du travail, je vais pas tricher, je vais pas mentir, je vais pas voler. À l'école, pareil. Donc ça, moi, c'est vraiment ce que je leur dis, c'est le plus important. On doit gagner avec nos qualités à nous. Ça, c'est vraiment ce que je dis à un groupe et je pense que ça s'est vu sur les 2 saisons. J'avais pas de vilain garçon qui mettait des mauvais coups, etc. Ouais. Si on doit perdre, on perd. Je veux pas gagner sans le mériter, en fait. Et ça, c'est vraiment très important parce que du coup, comme tu l'as dit, c'est ça qu'on peut basculer dans la vie de tous les jours après. Quand tu transmets ce message-là aux jeunes, est-ce que tu le transmets que par rapport au foot et de par la relation que vous avez, t'espères que eux vont l'emmener dans d'autres domaines de leur vie, ou tu penses que explicitement faut le dire, les gars, je vous apprends ça, mais c'est pas que pour le foot, ou que dans votre vie de tous les jours, où je l'emmène. Je le dis, moi j'aime bien donner des exemples. Souvent, j'image un peu ce que je dis par rapport au foot. Je donne des exemples et je parle beaucoup de la vie de tous les jours, du travail, etc. Ça, je le fais souvent parce que c'est vrai qu'il y a 17 ans, ils font pas forcément le lien. Ouais. Mais ouais, moi je donne souvent des exemples. Après, il y a une limite que je veux pas franchir. Ça, je fais très attention aussi. Je veux pas remplacer le rôle d'un grand frère ou le rôle d'un papa. Parce que une fois, la première année où j'ai coaché, voilà, je donnais des exemples un peu de grand frère et de papa. Et après, je me suis dit, c'est pas à moi de le faire et peut-être que le papa ou le grand frère vont pas être d'accord. Et ce que je peux comprendre, tu vois. Non, moi, je veux que mon fils coûte, nanana, c'est ça. Ça existe, ce genre d'éducation, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut que je me mette une limite. C'est pas non plus mon rôle. Donc, j'essaye de trouver le juste milieu. Mais moi, aujourd'hui, ma victoire, c'est quand les parents, à la fin de l'année, ils me disent merci pour les valeurs que tu as dit à mon fils. C'est pas merci pour les 10 buts qu'il a marqués de la tête, tu vois. Okay. Donc ça, c'est plus important. Ouais. C'est clair. Et tu penses que c'est quoi les limites du rôle de coach? Là, tu l'as expliqué là avec le rôle. Le coach, c'est pas le grand frère, c'est pas le père. Mais jusqu'où tu penses que tu peux te permettre d'aller si tu m'en avec peut-être un exemple concret de sujet, par exemple, sur lesquels, en tant que coach, là, je peux peut-être pas toucher à ça parce que on rentre sort de mon champ de compétences. En fait, c'est que je vais pas prendre de décision seul. Souvent, moi, je dis, je demande aux joueurs avant un entraînement, on parle comment ça se passe à l'école, etc. et tout. Et si un élève, si un joueur, du coup, à l'école, il a eu une mauvaise note ou un mauvais comportement, moi, je vais pas prendre une décision seule. Ok, tu ne viens plus au foot. Parce que comme je t'ai dit, je suis déjà tombé dans des cas où les parents disent non, c'est le professeur qui l'aime pas, ou non, le foot c'est important, ça va lui vider la tête. Ok, je prends pas de décision, c'est ton fils, etc. Mais par contre, si tu viens me voir, Saïd, j'ai pas d'autres solutions pour le calmer à part le privé de foot, let's go. On se serre la main, il vient pas au foot pendant une semaine, 2 semaines. Mais ouais, je veux pas prendre de décision. En fait, chacun a une vie de famille différente et des objectifs différents. Donc moi, je les ai 3 heures par semaine. C'est pas beaucoup. Ça représente peut-être, 2% d'une semaine de 140 heures, tu vois. Donc, je peux pas prendre trop de décisions tout seul. C'est clair. Et si on permet là de jongler avec les deux casquettes, tu te décris comment? J'avais posé la question à Val qui était un peu dans la même démarche, dans le sens où il a sa carrière de joueur et le rôle de créateur de contenu. Moi, je veux savoir, toi, comment est-ce que tu te décris, surtout que cette année, j'ai l'impression que le ratio pourcentage coach créateur de contenu a évolué un peu.
Bah là, c'est vrai que ma casquette d'entraîneur, petit à petit, elle laisse de la place à d'autres concepts que je suis en train de faire, etc. Mais je pense que 95% des personnes aujourd'hui m'identifient comme entraîneur sur YouTube et ça me va bien parce que là cette année, j'ai pris une petite pause, mais je sais que je reviendrai comme ça, donc ça me va bien, entraîneur, créateur de contenu. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime essayer beaucoup de choses, qui est créatif un peu, donc cette année je vais essayer beaucoup de choses. Ça me laisse aussi pas mal de temps pour d'autres concepts qui vont sortir très très bientôt. Parce que là par exemple tu vas voir, du coup ça va sortir, que j'ai tourné une vidéo avec Nabil Fekir. Là je vais en tourner une avec Kolo Muani, donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de côté le coaching pour me rapprocher un petit peu plus de ça, faire avoir d'autres concepts. Mais je me définis comme c'est dur. Franchement, c'est pas une question facile. Je sais pas ce que Val a répondu. Val, c'est différent parce que lui, vraiment, quand il joue au foot, il est payé pour jouer au foot. Alors que moi, entraîneur, je suis pas payé, tu vois. Une question. Là, t'as dit, par exemple, cette année, le rôle de coaching, tu l'as un peu, tu l'as laissé de côté, plus ou moins, pour pouvoir faire d'autres contenus. Est-ce qu'il y avait des aspects négatifs niveau coaching où tu t'es dit, c'est quoi, peut-être qu'une année, une saison à pas faire ça peut me faire du bien? En fait, je voulais pas faire la saison de trop. Je voulais pas faire la saison de trop. J'ai fait 2 saisons qui ont très bien marché, plus que ce que je pensais. Forcément, avant de commencer le coaching sur YouTube, j'avais 10 000 abonnés sur YouTube, tu vois. J'avais déjà moi mes comptes Instagram, Facebook et tout, mais je pensais pas que ça allait marcher autant. Et en fait, je voulais garder les choses que ce soit parfait en fait. Là, mes 2 saisons, moi je les considère d'un point de vue sportif, social, humaine, YouTube, parfaite, tu vois. Et je me dis, en fait, en faisant une 3e saison, déjà, j'arrivais en fin de cycle à Sainte-Foy-les-Lyons, donc j'allais aller dans un nouveau club. Le nouveau club où j'allais aller, pour le coup, je le sentais parce que j'avais eu des pistes pour aller dans un autre club, aller coacher en R1, régional 1. Je sentais qu'il voulait pas Saïd, l'entraîneur, il voulait plus pied carré le youtubeur, tu vois. D'accord. Donc ça commençait à se voir, premier entraînement, 2e entraînement, 3e entraînement. Et je me suis dit, en fait, à un moment donné, ça va me poser problème. Parce que en R1, forcément, tu vas perdre plus de matchs qu'en district. C'est logique. Personne fait un sans faute en R1. Donc, montre pas cette image, montre pas cette défaite. Non, moi, je veux tout montrer. D'accord. Donc, c'est pour ça que je voulais pas faire la saison de trop et je voulais éviter comme un film, tu vois, des fois un film, c'est le film de trop. Je voulais garder ce côté iconique, en fait. Il y a 2 saisons, les 2, elles sont iconiques. Dans 5-6 ans, si on veut, tout regarder, c'est juste 2 saisons, ça se fait. C'est pas, t'es à la saison 4, 5, 8. Non, moi, j'ai arrêté à la 3. Je vois. Pas tomber dans la surproduction, quoi. Pas tomber dans la surproduction. Et aujourd'hui, je le vois, tu vois, aujourd'hui, il y a que 2 saisons, c'est pas énorme. Donc, il y a des gens qui recommencent, en fait. Qui recommencent. Et moi, j'aimerais bien, dans 5, 6, 7 ans, que ce soit encore vivant, tu vois. D'accord. Que les gens, ça manque. Donc, il y avait plusieurs choses. Le fait aussi, sur 2 ans, j'allais changer de génération. Donc moi, c'est plus les mêmes joueurs. C'est plus les mêmes joueurs. Moi, quand j'ai commencé le premier entraînement, les joueurs, ils étaient déjà inscrits au club, tu vois. Ils savaient pas que j'allais faire une série, mais moi, je savais pas. J'ai décidé après 2-3 semaines et tout. Et là, pareil, j'allais dans un nouveau club. Mon coach, c'est pas Saïd, c'est Pied Carré. Je me suis dit, on va pas prendre de risques cette année. J'ai envie de faire autre chose. Mais je voulais pas tomber dans la fiction, en fait. Un joueur qui joue pas au foot, normalement, il joue au foot pour YouTube. Je voulais pas tomber dedans. Puis il y avait aussi un truc que je voulais éviter, John, en signant en R1, surtout dans le club où j'allais, là où je t'ai dit, je voyais vraiment qu'il voulait plus le côté YouTube. C'est un cas que j'ai pas rencontré en district, moi. Mais en R1, t'es au 2e niveau, t'es en dessous de national. Donc les joueurs, ils sont suivis par des agents, etc. et tout, un petit peu par des clubs. Imagine un joueur qui est suivi par un club et sur ce match, il loupe 2 penalties et son agent ou son père, il vient me voir, il dit Saïd, les 2 penalties, ils sortent pas sur YouTube. Mais je fais quoi, moi? Je veux pas flinguer la tiare du gamin, mais par contre, je fais plus une série YouTube là. Je fais de la fiction, en fait. J'avoue. Donc je te remplace parce que tu loupes 2 pénaux, mais je monte pas le remplacement. Je monte pas les pénaux. On a fait match nul, on doit être dégoûté parce qu'on loupe 2 pénaux. Mais non, on va faire semblant d'être content. C'est de la fiction après, tu vois. Est-ce que avec les 17 que t'avais, est-ce que les parents, ils ont leur mot à dire sur ce qui sort? Moi, les parents, j'ai eu de la chance. Ils étaient vraiment extraordinaires, top et tout. Vraiment super sympa. Et en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que la série, elle est montée progressivement. Donc, au début,
C'était juste une vidéo de base, juste une vidéo. Ok, après 2, 3, ça marchait bien. Après, on faisait un peu plus de vues, donc on va faire signer des droits à l'image. Et en fait, c'est tellement monté progressivement que tout le monde s'est habitué. Et du coup, les parents, ils ont grave joué le jeu. C'était vraiment, vraiment bien. Après, moi, je suis intelligent, expérimenté. Je vais pas humilier un enfant. Je pense toujours aux parents derrière. Donc, non, franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Ok. Oh, parce que je me posais la question. Mais J'avais aussi un petit peu peur. J'ai pas eu le cas, mais j'avais peur que les parents, du coup, veulent voir leur fils aussi sur YouTube. Tu vois, c'est valorisant. C'était pour souvenir que j'avais peur d'avoir un peu plus de protestation de parents en mode pourquoi mon fils il joue pas ce week-end. Et ça, même ça, je l'ai jamais eu, ouais. Même ça, j'ai jamais eu, donc j'ai eu de la chance. Je pense que t'as mis le doigt dessus dans le sens où peut-être qu'en district, c'est moins le cas parce que les parents sont pas en mode projet Mbappé. Ça, c'est le gros avantage. Ça commence à dire, mon fils, ça t'a pas donné une bonne image. En R1, le mot que j'entendais, c'était visibilité, tu vois. Il va donner de la visibilité. Ok, je peux en donner, ça fait partie du jeu, mes joueurs en ont eu. Mais moi, en fait, quand je viens à l'entraînement, je vois pas la caméra, tu vois. On a qu'une caméra, elle est discrète, on s'entraîne. Ouais. Et ça, c'est un exemple que je donnais souvent aussi. Si tu as suivi un petit peu la saison 2, on était bien en avance en championnat. Donc je faisais beaucoup tourner. Oui. Donc forcément, je me privais de mes grosses têtes d'affiche entre guillemets parce que moi, mon rôle, c'était entraîneur avant tout. Si je pensais que à YouTube, sur 22 matchs, je prends la même composition, je prends mes cracks, mes têtes d'affiche et let's go YouTube, tu vois. Ouais. Maintenant, moi, ma priorité. 22 matchs, 22 victoires et puis ça te fait un beau titre, une belle miniature. Beau titre, j'ai Charles, Tar, les joueurs qui buzzent. Non, mais même eux, je les faisais tout. Et ça, je voulais vraiment le garder. Du coup, saison 2 parfait. Et je pense que la saison 3 aurait été trop. Ok. C'est quoi les plus grosses galères que tu as rencontrées en tant que coach? En tant que coach, les grosses galères, une qui franchement, elle m'avait fait mal sur le coup. C'était, on avait joué, c'était à la saison 1, on avait joué à l'extérieur, à Rieux. C'était un match chaud patate. Et là, la série, elle commençait à bien monter, tu vois. On commençait à faire nos vieux et tout. Donc, il y a beaucoup de supporters qui sont venus. Forcément, quand on joue à l'extérieur, il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ouais. Et tu sais, il y a le fameux chant numéro 1 et une insulte, numéro 2, une insulte. Ouais. Et ce qui m'a fait mal là, c'est que les spectateurs, en fait, ils donnaient le nom des joueurs comme les joueurs étaient connus. Donc il y avait Charles, nanana, Pedro, nanana. Oui, et en fait, il y avait les parents derrière. Et là, ça m'avait vraiment fait mal parce que je savais très bien que c'était une conséquence directe de la visibilité sur YouTube. Il faut être honnête. Donc ça m'avait fait mal. J'avais pris en fait ce côté-là en plein dans la gueule. Je m'y attendais pas, tu vois. Et je me suis dit merde. C'est vrai que les conséquences ça peut être ça et ça fait vraiment chier quoi. Ça m'est arrivé une fois en 40 matchs. Mais lui c'était un mauvais souvenir, ouais. Franchement. Est-ce que tu penses que parce que comme tu as dit ça vient un peu avec la visibilité, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait différemment pour éviter ça? C'est difficile d'éviter le comportement des gens que tu connais pas. Ouais, ou peut-être plus pour préparer les jeunes qui étaient avec toi à entendre des trucs comme ça. Ouais, j'en ai une, tu vois. Déjà moi sur mes 2 saisons, j'ai jamais mis le réseau social d'un seul de mes joueurs en avant. À partir du moment où je les entraîne jusqu'au dernier jour, le 30 juin, je ne les suis pas sur les réseaux. Je ne les suis pas. Si tu veux les trouver, tu peux. C'est pas introuvable, mais moi, je te mentionne pas, je te partage pas, je te suis pas, je mets pas ton nom, je fais rien. Je les protège vraiment, vraiment des réseaux. Donc ça, dès que ça s'est passé, je me suis dit, ah ouais, ok, heureusement que j'ai fait ça. Ça m'a bien renforcé. Et après, il y a des joueurs qui ont eu la chance de jouer un petit peu plus haut, au haut niveau, et du coup, ça les a bien préparé ça. Je leur donnais un exemple qui était pas comparable, mais je leur disais, voilà, les joueurs pros, c'est ça, devant 60 000 personnes au Vélodrome. Donc là, les 30, 40, 50 personnes, faut faire abstraction. Peut-être que dans un an, ce sera 200 pour vous, après 400, après 600. Faut faire abstraction. Donc, l'un dans l'autre, c'est le football qui veut ça. Le foot, tu sais, John, il est malade en France. Ouais. Le foot, il est malade, mais ça va les préparer à plus tard. Je te dis, plus tard, s'ils jouent en N3, R1, même en D1, tu vas jouer en région parisienne, tu vas te faire insulter. Non, c'est clair. Et en plus, moi, je l'avais vécu par procuration l'année passée avec Val où depuis que je joue, j'ai jamais joué à un niveau qui fait que dans les tribunes ça donne le nom des joueurs ou quoi. Je me rappelle d'un match l'année passée avec Val où tu sais moi je jouais moi j'avais le bon rôle en gros, c'était
J'apparaissais dans quelques vidéos. Ah, John, on t'aime bien tout ça. Et puis Val qui est une crème au final, bah, il y a quelques matchs, il s'est pris des trucs. Et je regardais, je me disais, mais, ah ouais. Même à 28 ans, tu vois, ça m'a fait quelque chose de voir un de mes coéquipiers prendre ça. Et je me suis dit, ah, c'est ça que ça fait quand ils vont dans les stades et que là, c'est peut-être pas 40 personnes, mais t'as toute une section qui crie des trucs. Ça a remis la chose en perspective. Je me suis dit, ouais, c'est moi qui, quelques mois avant, peut-être, aurais tenu le discours à dire, bon, les gars, t'es dans un stade, les gens crient ça, c'est bon, ignore, t'es payé des millions, fais avec, etc. C'est vrai que ça a remis la chose en perspective. Puis, en fait, quand tu donnes les noms, c'est vraiment personnel. Et quand je t'ai dit ce qui avait renforcé, c'est qu'il y avait les parents derrière et je voulais me faire tout petit, hein. Ouais. Franchement, je voulais me faire tout petit, ouais. Et à l'inverse, pour enlever le goût amer de cette anecdote-là, c'est quoi ta plus grande fierté en tant que coach? S'il y a un moment que tu mettrais en avant? Franchement, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis fier déjà d'avoir fait ces aventures avec mes potes, Mika, Martha, Antoine. On m'a proposé d'autres rôles avec des adjoints surdiplômés, être adjoint de coach surdiplômé. Non, moi, je voulais faire cette aventure avec mes potes. Est-ce que au tout début, parce que moi j'ai pas suivi depuis le tout début, en toute franchise, j'ai connu ton contenu l'année passée au travers de Val H. Jo. Ok. À l'inception de cette série-là, t'étais avec les mêmes gars? Au tout début, moi j'étais avec Antoine et Mika. Ok. Donc Mika, je ne le connaissais pas, je venais d'arriver à Sainte-Foy et lui aussi, et du coup on cherchait tous les deux une catégorie, ils nous ont mis ensemble. Ok. Donc ça a matché direct nickel, et Antoine c'est un ami d'enfance, ouais. D'accord. Et après, Martha, après quelques mois, il nous a rejoint. Donc ouais, comme je te disais, ma fierté c'est d'avoir fait ça avec eux, de s'être jamais pris la tête, alors que ça peut arriver, hein, tu vois, ça peut arriver, les réseaux, machin, on s'est jamais pris la tête, de super bien m'entendre avec les joueurs, les parents, puis d'avoir construit ce que j'ai construit. Aujourd'hui, quand les petits de Sainte-Foy-les-Lyons, ils vont faire un tournoi dans le sud de la France, à Toulouse, à peu importe où ils vont en France, les gens ils disent ah vous êtes le club où il y a Saïd de pied carré. J'ai vraiment laissé une bonne image aux gens, donc ça c'est une super fierté. Ouais, le club est apprécié partout où il va, donc c'est bien. Après il y a aussi la fierté sportive. On a fait deux grosses saisons. Ouais. 2 grosses saisons, on n'a pas renié nos principes et tout. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Je pourrais te donner beaucoup de choses. Franchement, je suis trop fier de ces 2 saisons, professionnellement, sportivement. C'est trop bien. C'était dur, hein, tu vois, quand t'es exposé, t'es sur un fil, hein, il suffit d'une erreur et voilà, l'erreur elle prend des grosses proportions et on a toujours su rester pro. Ne pas tout mélanger, ne pas se prendre pour des autres, et ça, je suis fier de ça. Puis j'imagine aussi que commencer faire ça avec les mêmes gars depuis le début, ça permet aussi d'avoir certains garde-fous en place. S'il y en a un des fois qui a une idée un peu trop farfelue, il y en a 2-3 autres pour dire gros, cool, mais non, on fait pas ça. Non, les 4, on était vraiment très très importants les uns pour les autres, comme tu l'as dit, quand des fois on avait des cités un peu farfelues, et crois-moi qu'on en avait. Crois-moi qu'on en avait, puis pour nous couvrir, pour se protéger et tout, c'était vraiment important et trop bien. Et tu vois, dans le nouveau club où je devais aller, ma condition c'était garder les mêmes. Tu vois. C'était combien à 4. Financièrement, il y a pas de souci. C'est généralement tu payes un coach et son adjoint. Il y a pas de souci. Ils viennent pas là pour l'argent. C'est juste des défraiements. Ça, on s'était mis d'accord. Mais moi, je voulais être avec eux. Tu vois, je leur fais confiance. Ils me savonnent pas la planche, etc. Donc ça, c'est super important. Et puis, mais j'utilise là ce que tu viens de dire pour faire la transition avec un nouveau concept. Si je dis pas de bêtises, tu l'as commencé cette année, Cauchemar en district. Ouais, je l'ai commencé cette année, ouais. Où j'ai été surpris même de voir la place que les autres prenaient dans les vidéos. Comme je t'ai dit, j'ai pas regardé toutes les vidéos. Dans ma tête, c'était Saïd Pied-Carré, c'était quand même toi qui étais mis en avant. Et puis là, de voir les interactions des autres et voir leur utilité dans toutes les interactions qu'il y avait, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai une question, la première question sur Cauchemar en district, c'est pourquoi se lancer dans ce concept? Alors, et comment il est venu l'idée aussi? Comment il est venu? En fait, c'est un ami à moi, un coach, qui lui va avoir beaucoup d'entraînements, beaucoup de matchs et tout. C'est un vrai passionné. Il va avoir tous les entraînements, tous les matchs, lui. Et il me racontait des entraînements qu'il voyait et tout. Je disais, mais non, mais
mais je te crois pas et tout. Et il a pas fait ça, le coach et tout. Par exemple, il a vu un entraînement, je parlais un peu cru, c'est bizarre, mais en gros, le coach, il avait donné une consigne. Tu sais, d'habitude, on donne des consignes, 3 touches de balle. Si t'en fais 4, bah, tu donnes la balle à l'adversaire. Et là, il me raconte une anecdote. Il m'a dit, le coach, il a dit, le premier qui dit Wallah, c'est pas de l'adversaire. Et les joueurs, ils étaient en mode, bah, ok, il y a pas de souci. La consigne me semble logique. Et un joueur, il a dit Wallah, bah, l'adversaire, le joueur, il s'est replacé. Il a dit, ah, excusez-moi, il s'est replacé comme ça et tout. J'ai dit, non. Ça existe vraiment, ça. Il me dit, oui, ça existe et tout. J'ai dit, il faut que je vois ça. Il faut que je vois ça. Celle-là. Donc c'est ça, j'ai eu cette idée. Puis aussi, moi, j'aime bien le côté formateur un peu. Ouais. Donner des conseils en restant à ma place, tu vois, mais j'aimais bien ce côté-là. Puis j'ai repris le nom Cauchemar en cuisine, tu vois, c'est un concept qui existe aussi sur la. Mais tu vois, moi je le connaissais pas, donc dans ma tête il y a eu Cauchemar en district avant Cauchemar en cuisine. J'en ai parlé à ma femme et même elle m'a dit mais c'est quoi? Elle m'a dit c'est comme Cauchemar en cuisine. J'ai dit je sais pas, dans tous les cas c'est Cauchemar en district. Bah voilà, moi tu vois, je connais le nom Cauchemar en cuisine, mais j'ai jamais regardé, mais par contre tu comprends le concept direct. Oui. Et je me suis dit, c'est pareil, Cauchemar en district, les gens, ok, ils vont vite comprendre. Oui, ils vont vite comprendre de quoi ça parle. Donc, voilà, ouais, j'ai lancé ça cette année, j'ai fait 6 épisodes, là, il y a le 7e qui va sortir, que j'aurais aimé en faire plus. Mais en fait, pareil, là, comme pour la série de 17, faut pas se tromper, tu vois. Avant de choisir un club, je regarde tout. Oui. Comment est la communication du club, comment est le président, comment est le directeur sportif, surtout très important, comment est le coach. Est-ce que c'est un coach qui a un ego? Parce que pour faire ça, faut que je tombe sur un coach qui accepte un petit peu de recevoir des conseils, tu vois. Et moi, je suis un coach jeune. Bah là, les 2 coachs que j'ai fait, non, il y en avait un plus jeune que moi, un plus âgé. Si le coach a de l'ego, il va dire, vas-y, laisse-moi coacher, tu vois. Ouais. Et aussi, bah, comme tu parlais des jeunes de tout à l'heure en R1, le coach, il peut aussi se dire, montre peut-être pas les erreurs que je fais, parce que j'ai regardé bon, c'est en plusieurs épisodes, mais le premier club dans lequel t'es passé. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, il a des connaisses quand même, le coach, d'avoir laissé passer ça, tu vois. Ouais, tu t'es dit, ouais, là, c'est vraiment Cauchemar en district, toi. Ouais, vraiment. Et j'ai 2 questions. Le truc qui a fait que j'ai vraiment kiffé ce concept-là, c'est que j'aime beaucoup que les choses soient bien définies. Je pense que quand t'es entraîneur, moi j'ai mon frère qui entraîne, donc on a beaucoup des discussions, il entraîne à un niveau professionnel. On a beaucoup de discussions sur son job, et je pense que dans n'importe quel domaine, une des premières choses à faire, c'est de bien connaître son rôle. Et moi, le rôle d'entraîneur, comment je le vois, je pense que quand c'est bien fait, un entraîneur, il est là pour servir les joueurs. Il y a une hiérarchie, l'entraîneur donne les ordres, mais dans l'esprit, un entraîneur qui fait bien son job, il a en tête, je veux servir mes joueurs. Et ce que j'ai bien aimé dans ce premier épisode-là, c'est que dans les interactions, dans les correctifs que vous donniez, j'avais l'impression que c'était un peu, peut-être qu'il faut que tu sortes de ce que moi j'ai envie d'imposer aux jeunes. Par exemple, on fait un échauffe, on commence à courir autour de la piste, ça fait 10 minutes, les gars, ils n'ont pas touché le ballon. Maintenant, gamme athlétique, 15 minutes, on a 25 minutes, personne n'a touché le ballon. Et tu vois, juste d'avoir vos retours en mode, mais les gars, ils sont venus ici pour prendre du plaisir quand même. Viens, on les fait travailler, mais de manière à ce que eux prennent du plaisir, de manière à ce que eux ressortent avec quelque chose. J'ai trouvé ça fort. Donc, déjà, tu peux commenter là-dessus. Je te pose la question qui vient avec, et après, je te laisse partir pendant 10 minutes s'il faut. Donc, entraîner, c'est se mettre au service des joueurs. Dans un deuxième temps, comment tu pousses des joueurs à se faire violence quand ils sont là que pour le plaisir? Ouais, c'est une très bonne question. Si un joueur il veut pas se faire violence, je pense que tu y arriveras pas, ou difficilement, tu vois. S'il a pas cette petite flamme, tu vois. Après, faut parler avec le joueur. Pourquoi tu viens? Je veux prendre du plaisir. Comment tu prends du plaisir? En ayant le ballon dans les pieds. Comment t'as le ballon dans les pieds? Il faut que je presse. Comment tu peux t'améliorer au pressing? Il faut que je travaille, il faut que je cours, il faut que je sois endurant, tu vois. Faut que tu arrives à l'amener, que ça vienne de lui, que ok, tu veux ça, tu me dis que pour avoir ce résultat, il faut que tu fasses ça, bah viens, on va le faire ensemble. Par contre, si tu le fais pas, je vais être derrière toi, tu vois. Okay. Ça, c'est important. Et puis ouais, tous les joueurs, ils vont te dire, et ça, même le joueur le plus nul, ça c'est une phrase que j'avais lue dans un livre, que j'avais trouvé vraiment bien. Et c'est ça qui a défini ma façon de coacher. Ça disait, le joueur le plus nul au monde, au foot, là où il est content, c'est quand il a le ballon dans les pieds.
Et cette phrase, pour moi, elle est tellement vraie, tu vois. Donc, un joueur, tu viens pourquoi? Pour le plaisir, ok. Pourquoi? Gagner des matchs, marquer des buts, ok. Il faut faire ça. Si t'as pas le ballon, si tu cours pas, si tu suis pas ton défenseur, tu ne gagneras pas. Et après, tu prendras pas de plaisir. C'est sa définition du plaisir à lui. C'est ça, ok. Faut que tu fasses ça. Et après, ils arrivent à le comprendre. Par contre, je suis tombé sur des joueurs, c'est des flemmards, ils en font qu'à leur tête. Là, c'est difficile, tu vois. Et comment tu gères ça dans le sens où, d'un côté très pragmatique. Par exemple, à nos niveaux, je me suis bougé les fesses pour arriver à ce niveau-là. J'ai de l'ambition. Donc, il y a déjà une motivation qui est intrinsèque. Une motivation qui est à moi. Le coach, il a juste à essayer d'appuyer sur les bons leviers pour me pousser. Mais quand on arrive à un niveau où, j'ai payé ma licence pour venir, pour prendre du plaisir. Si j'ai pas envie de travailler, si j'ai pas envie de faire les efforts, à la fin des fins, j'ai quand même payé ma licence pour être là. Comment toi, tu peux réagir face à ça? Ouais, je pense que je vois ta question. Moi, j'avais eu ce cas. C'était la première année où je coachais. C'était en U13. Okay. J'étais pas à Sainte-Foy-Lyon. J'étais dans un autre club. J'avais les U13-2. Donc, le niveau était bas. Le niveau était vraiment bas. Après, j'ai jamais vraiment eu le cas. J'ai payé ma licence, mais je m'assois au milieu du terrain. J'ai rien envie de faire parce que ça, généralement, les parents, ils le voient. Ouais. Et les parents, ils ont le premier rôle, tu vois. Non, si tu veux pas jouer au foot, je t'enlève et tout, tu vois. Mais j'ai déjà eu le cas où un joueur, il a payé sa licence, les objectifs de performance, il s'en fout un peu, il veut juste rigoler, se faire plaisir et tout. Là, faut trouver les bons leviers, et les bons leviers qu'on avait en U13, c'était les plateaux, les matchs amicaux. Okay. Match amicaux, les résultats, on s'en fout. Je contacte le coach, bonjour, je vais ramener une équipe avec que des joueurs. On vient de décrire. Fait la même chose et ça se passait nickel, tu vois. Okay. Et franchement, ça se passait nickel. Et moi, ma force, je pense que c'est d'arriver à faire abstraction du résultat, mais quand même réussir à acquérir ce résultat. Je vais m'expliquer, tu vois. Par exemple, moi, je fonctionnais comme ça quand j'étais en U13. J'avais 8 bons joueurs et 8 joueurs très moyens. Okay. C'était 8 et 8, ça a été parfait. Et je faisais mes compos. Je faisais 4 et 4 et 4 et 4. Okay. Donc, un week-end sur 2, je prenais 4 et 4 et 4 et 4. Donc, du coup, je m'en foutais du résultat. Sinon, je me prendrais les 8 les mêmes, tu vois. Je prendrais les 8 meilleurs joueurs à chaque fois. Donc, à partir du moment où j'ai pris la décision, ok, je prends 4 bons joueurs et 4 moyens. Ça y est, ma décision est prise. Le résultat, c'est pas grave. Maintenant, on est à 10 minutes du coup d'envoi. Comment je peux faire pour essayer de gagner avec ces 4? Ouais. Et les 4 autres, j'y arrivais, tu vois. Okay. J'y arrivais, c'est essayer de mettre soit tu mets un côté très fort et logiquement le ballon il va aller sur ce côté fort, soit celui qui est vraiment moyen, tu le mets en attaque, ça va, il te frappe pas dinguerie et tout, tu vois. Mais je reniais pas mes principes, comme tu l'as dit, John. Il a payé une licence, il a 12 ans, il joue au plus bas niveau de France, il doit jouer, le gamin. Ouais. Il doit jouer. Et là, la question qui me vient en tête, et je pense que ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça, parce que quand on évolue à des niveaux semi-pro, on est quand même loin de tout ça. Ouais. Et tous les coachs que j'ai connus, par exemple, ils sont dans cette démarche-là aussi. Ça veut dire ils ont leur ambition. Eux aussi, ils veulent atteindre le plus haut niveau. Et là, t'entends dans une situation où t'es un peu dos au mur face à un jeune qui veut pas avancer. Les coachs de nos niveaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, dégage, je t'écarte. Ouais. Et j'en arrive à ma question, pourquoi t'entraînes de base? J'ai tout fait dans le foot. Moi, j'ai été joueur, j'ai été arbitre, j'ai vraiment tout fait. Et à chaque fois, j'avais cette curiosité de l'entraîneur, tu vois. Quand l'entraîneur, il me parlait quand j'étais joueur, j'étais pas juste, ok, je vais écouter ce qu'il va me dire moi. Non, j'écoutais même ce qu'il disait aux défenseurs, au milieu et tout. Je trouvais ça très intéressant. Quand j'arbitrais, je tendais l'oreille pour écouter les causeries. Je regardais un peu les changements tactiques. En fait, ça m'intéressait. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Même quand je jouais à la play, je faisais des modes carrière, modes manager et tout. Et après, je me suis dit, il faut que j'essaye. Et ouais, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et je pense qu'à chaque fois si t'essayes, si tu tombes avec un bon groupe, ça va te plaire, ouais. Ouais. Non, peut-être je me suis mal exprimé. Le coaching, moi, j'ai commencé à entraîner depuis que j'ai, je pense, 14 ans. La première équipe que j'avais 14 ans. Donc, j'ai beaucoup entraîné dans ma vie. Le seul problème auquel je fais face aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en reviens à l'esprit, incarner l'esprit du job, c'est que je sais qu'il y a un niveau à partir duquel je peux entraîner. Tu vois? Au niveau. Dans le sens où,
je peux entraîner à partir d'un niveau où le jeune, il a de l'ambition. À partir du moment où le jeune, je sais même pas pourquoi il est là. Ah non, là, mon niveau de patience, de tolérance, je suis beaucoup trop impatient. Et c'est pour ça quand par exemple, je te posais la question et que t'es arrivé en gros, je me suis dit, t'es dos au mur. Là, t'es obligé de me dire, le jeune, je l'écarte. Mais tu m'as dit, tu sais quoi, je trouve des gens qui ont d'autres joueurs qui sont pas motivés et je les fais jouer. Je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui pensent comme ça. Ouais, non, mais moi, je faisais ça. C'est ça que je trouve fort, en fait. Je faisais ça en U13 et en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que comme je t'ai dit, John, c'était ma première année de coaching et en fait, du coup, je faisais ça avec mes U17 aussi, tu vois, où je trouvais des matchs amicaux, équipe 2, je trouvais des moyens parce que je m'occupais un peu de l'équipe 2, j'étais responsable de catégorie, tu vois. Donc j'ai eu de la chance d'être comme ça. Mais toi qui a connu le niveau semi-pro, moi pareil, si j'avais connu ce niveau-là, que la gagne, tu me fous en U13 après plus tard, a posteriori, tu veux pas jouer, rentre chez toi, tu vois. Ouais. Donc non, ça c'est tout à fait normal. Et si jamais un jour, on en parlait aussi, je coach à un niveau un petit peu plus haut. Voilà, moi je suis sur la sellette, j'ai des ambitions. Une bonne saison, ça peut m'emmener plus haut. Une mauvaise saison, ça m'emmène plus bas. Tu peux pas m'aider à avoir mes objectifs. Ouais, je sais on va pas s'entendre. Mais pour revenir à Cauchemar en district, aujourd'hui il y a trop de coachs qui pensent comme ça, tu vois, alors que on est au plus bas de niveau de France, on est en D3. À ce niveau-là, le physique, franchement, ça change pas grand-chose. Si tu arrives à faire une bonne passe, tu vas gagner. Si tu cours, si t'es endurant mais que tu cours à l'envers, ça ne passera pas. Si ton pressing, il est là au lieu de être là, ça ne passera pas. Et puis à ce niveau-là, ils sont un petit peu en surpoids, ils ont pas beaucoup de VMA, tu veux travailler le physique, tu fais une bonne conservation avec les bonnes règles, son physique va progresser. Donc non, il faut s'adapter à son niveau en fait. Il faut que il faut que le joueur touche le ballon et c'était l'exemple que un des coachs m'avait dit. Il m'avait dit ouais mais en pro ils font du physique. Je lui dis mais oui parce que c'est totalement différent. Oui. Leurs passes elles sont parfaites, leur compréhension du jeu est parfaite et c'est des gains marginaux tu vois une petite VMA en plus c'est là où tu vas c'est des gains marginaux, c'est le niveau, ça a rien à voir ça a rien à voir. Et peut-être la dernière question que j'ai sur Cauchemar en district, une autre question qu'un invité m'a posée, est-ce que tu te vois le faire partout en France et peut-être à d'autres niveaux? Du coup, Cauchemar en régional, je sais pas, après je pense que Cauchemar en M3. Après on m'a proposé Cauchemar en Ligue 1. Hein. On m'en parle souvent de Cauchemar en Ligue 1 à Lyon. À chaque fois, Saïd fait Cauchemar en Ligue 1. Elle serait magnifique. On me propose souvent. Ouais, moi j'aimerais vraiment le faire partout en France. Après le problème aujourd'hui, c'est un problème logistique et financier. Okay. Parce que du coup, il y a une semaine d'observation. Donc c'est 2 entraînements, un match. Donc ça fait 3 et après on reste au minimum une semaine et des fois 2, tu vois. Donc ça fait minimum 6 entraînements, 6 entraînements, 6 séances, 6 matchs. Donc en fait, si je le fais hors de Lyon, soit il y a des coûts énormes des allers-retours, soit faut que je reste là-bas 2 semaines sur place, très 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 compliqué. Ouais. Mais j'aimerais vraiment le faire. Là, on m'a présenté un club de la région parisienne qui prend que des scores 26-0 et tout. J'ai vraiment envie d'y aller. Je pense que j'ai vu sur TikTok, j'ai vu quelqu'un. Ouais, c'est pas Herblay? Herblay, c'est Herblay. C'est Herblay, ouais. J'ai mon cousin qui habite là-bas, il m'a envoyé un message, il m'a dit viens jouer chez nous, j'ai dit jamais. Là j'ai envie, c'est U17 R2, j'ai vraiment envie. Je pense que je vais le faire mais je vais trouver une autre formule. Ouais. Et est-ce que tu as l'ambition de coacher plus haut? Ouais, moi j'aimerais bien coacher plus haut d'ici quelques années. Je pense que ce sera moins compatible, peut-être que je me trompe, mais moins compatible avec mon activité sur les réseaux. Mais ouais, moi j'aimerais bien coacher plus haut. Après c'est vraiment difficile de gravir les échelons en tant que coach parce qu'aujourd'hui tu le vois, je sais pas, on va dire une bonne majorité des coachs aujourd'hui qui coachent au niveau, c'est des anciens pros. Ouais. Et aujourd'hui, même en France, pour passer des diplômes, faut avoir joué au niveau professionnel. Après, si on, avant que tu ailles plus loin dans ta réponse, quand tu dis plus haut, tu parles de quel niveau? Quel niveau tu envisages? Plus haut, moi, j'englobe, on parle des seniors, j'englobe, de R1 à N3, R1, N3. Ok. Je parle de ça, tu vois. R2, je pense que c'est accessible, mais est-ce que tu considères ça comme, le haut niveau, peut-être, tu vois? Pour moi, R1, ok, au niveau N3, t'es semi-pro.
Ouais. Mais même là, il faut des diplômes, c'est difficile. Les places sont peu nombreuses, hein. Comme je le dis souvent, John, en fait, dans une équipe de foot, t'as 22 joueurs. Mais par contre, t'as qu'une place pour un coach. Ouais. Et le coach, il peut avoir, allez, on va dire, entre 25 et 65 ans. Donc, le renouvellement, il est peu, tu vois. Oui. Là où un joueur, allez, on va le dire au top de sa forme, il est entre 22 et 32, tu vois. Oui. Donc le renouvellement, il est beaucoup plus cyclique. T'as 22 places. Donc coach, c'est vraiment dur. Par contre, si aujourd'hui tu me dis Saïd, dans 10 ans tu es coach là, ouais, je serais vraiment content. Okay. C'est un truc que j'aime et tout, c'est ma passion, je serais vraiment content. Ouais. Et en parallèle, t'as dit que c'est peut-être pas compatible avec ton activité de créateur de contenu. Je pense que plus le temps avance et moins c'est vrai. Parce que je vois par exemple avec ce que Val fait, il est joueur, donc c'est une autre démarche, mais il tombe là aujourd'hui dans un club où même les coachs acceptent qu'on les montre un peu plus. Donc je me dis, si c'est fait par un coach, franchement, si le club est d'accord et que ça passe bien au niveau des joueurs, en soi, je pense que les choses évoluent de ce côté-là. Mais du côté des réseaux, est-ce qu'il y a une ambition qui t'anime aussi de ce côté-là? En fait, pour en revenir à ta question, à ta réflexion précédente, t'as raison, elle est vraie. Aujourd'hui, les réseaux, ça m'a ouvert des portes, même dans le coaching, tu vois. Je t'ai dit, j'avais cette opportunité en R1. Je pense que c'est grâce à la visibilité. Mais par contre, moi, comme tu l'as vu dans la série, je montrais vraiment tout, tu vois. La moindre combinaison, je la montrais, les points faibles de mes joueurs et les points forts. Donc, je pense que c'est ce que je me dis. Si je coach à plus haut niveau, bah tu tombes sur des top coachs. En fait, si tu leur vends tout sur la vidéo, tu vas te faire piéger à tous les matchs, tu vois. C'est ce que je me dis. Donc après, je peux trouver le juste milieu. Ça je pense que j'en suis capable. Donc, après, je me dis, si c'est fait une semaine, 2 semaines par exemple en retard, ça va. Ouais. Si tu vois ce samedi, j'ai les infos du match d'il y a 2 semaines, ça peut passer, tu vois. Ouais, mais si tu regardes les épisodes précédents, tu vois que mon gardien il sort pas sur corner, que tous les corners on les joue à deux. Que à chaque fois on fait un jeu long sur ma flèche de devant, tu vois. Donc il y a un juste milieu à trouver, tu vois. Et après tu me disais désolé, je t'avais coupé sur je demandais est-ce que en parallèle, parce que tu as parlé de ton ambition en tant que coach, est-ce que tu as une ambition du côté des réseaux? Parce que moi c'est un sujet qui vu ce que je fais ici, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Ouais, est-ce qu'il y a une ambition qui t'anime de ce côté-là? Alors, c'est une question très importante, tu vois. On regarde tous les chiffres qu'on fait. Forcément, c'est bien fait aujourd'hui. T'as juste à ouvrir l'application, tu vois le nombre de vues, le nombre d'abonnés et tout. Après, faut pas que ce soit pour moi malsain et l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1, et je pense que c'est pour ça que toi t'as explosé l'année dernière, c'est que t'as continué dans ta passion, dans ce que tu faisais d'habitude. Au début, tu faisais ça de vues, après ça, mais t'as pas changé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu fais plus de vues, t'as des vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues, tu vois. Donc moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'aurais pu faire une saison 3 et être garanti du nombre de vues, tu vois. Je sais que ça marche. Même formule, saison 3, U17, nombre de vues, etc., etc. Mais je voulais pas tomber dans, les réseaux passent avant tout. Et en fait, je pense que si j'avais fait ça dès le début, ça n'aurait pas marché, tu vois. Dès le début, je vais faire que des invités. Non, je vais pas prendre un niveau district parce que les gens ils vont pas regarder. Faut que je prenne un bon niveau. Je vais faire jouer avec les meilleurs. Je vais crier. Donc pour moi aujourd'hui, mon ambition sur les réseaux, c'est que les réseaux ne dépassent pas et ne transforment pas ma personnalité. Et en faisant ça, normalement, je vais continuer à croître sur les réseaux comme je crois actuellement, tu vois. Après, moi, je suis très famille, très religieux, spirituel, tu vois. Donc, je me dis que les réseaux, à un moment ou un autre, là, aujourd'hui, les réseaux qui marchent, c'est des réseaux où tu pètes ton crâne, tu vois. Aujourd'hui, c'est OnlyFans, c'est n'importe quoi et tout, tu vois. Donc, moi, le jour où YouTube, ce qui marchera, ce sera de faire de la merde. Bah, j'aurais plus d'ambition sur YouTube, tu vois. Tout simplement. Est-ce que c'est facile d'avoir ce sang-froid-là par rapport aux chiffres? Et je dis ça entre guillemets en connaissance de cause parce que tes chiffres à toi, ils sont immensément plus gros. Et moi, je l'ai vécu, par exemple, un épisode qui fait 100 000, je me suis rendu compte récemment et j'ai mis certaines choses en place récemment. Par exemple, mes données analytiques, je regarde que lundi pour répondre à des commentaires et mercredi.
Le reste du temps, je regarde plus parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je me réveillais et c'était la première application que j'ouvrais sur mon téléphone. Et je me suis dit, John, là, c'est dangereux. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est facile d'avoir ce sang-froid-là? Et la deuxième question, c'est, et j'ai pas encore posé la question, quand on dit pied carré, il y a Saïd. Je veux savoir, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont dans l'équipe et est-ce que c'est un processus collectif? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui t'aident aussi à avoir ce recul-là? Parce que le problème, je pense, auquel j'ai fait face, Val, je sais qu'il a son pote Nico qui est avec lui depuis le début. Je sais que moi, j'ai eu ce problème-là parce que je suis tout seul. Et des fois, je me dis, putain, c'est chaud. C'est difficile, en fait, d'avoir ce recul-là. Donc, ouais, j'ai un peu donné ma vision de la chose. Je te laisse répondre. En fait, John, je vais reprendre la phrase que tu as dit au début du podcast. L'expérience ne s'achète pas, elle s'acquiert. Elle s'emprunte. Elle s'emprunte. En fait, c'est exactement ça, tu vois. Moi, j'ai commencé les réseaux pied carré de base, c'était une page Facebook. Et j'ai commencé en 2000, officiellement, je l'ai créé en 2012, mais j'ai été actif à partir de 2016, tu vois. Ok. Et pareil, comme je te disais sur YouTube, c'est monté petit à petit. J'avais une page Facebook, j'avais 300 abonnés, 400 abonnés, 500 abonnés. Ça montait tout doucement et je montrais pas ma tête, tu vois. Donc, ça me concernait vraiment pas vraiment moi, Saïd, tu vois. Les gens, quand ils disaient, oh, la page, elle est trop bien, ça m'affectait pas parce qu'ils parlaient de la page, ils parlaient pas de Saïd ou la page, elle est nulle, ça m'affectait. Donc, en fait, j'ai acquis une expérience grâce à ça énorme. Et après, j'ai commencé à gagner mes premiers euros. Je partageais des articles sur Facebook, sur ma page. C'était les articles en mode, vous ne devinerez jamais, la punchline de Mourinho, ou les 10 attaquants qui vont révolutionner le mercato, le 8e va vous choquer, tu vois. Le 6e est incroyable. Tu sais, ce genre d'article. Pareil, je me levais, parce que je mettais des articles, je me levais à 10 heures et j'actualisais combien j'ai gagné. Et en fait, ma chance, c'est que les articles, ils me rapportaient 1 euro, 1,50 €. Ouais. Donc en fait, je paniquais, entre guillemets, sur des sommes dérisoires, tu vois. Donc j'ai eu le temps de me former. Après, c'était 4 euros, après 10 euros, après 20 euros. J'ai eu le temps de emmagasiner tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, je fais des vraies belles sommes sur YouTube. Je fais des vraies belles sommes sur TikTok. Et je vais pas te dire que je les regarde pas, mais presque en fait. Et en fait, mon rythme de vidéo est tellement le même, tout le temps pareil, que tous les mois, c'est la même somme, en fait. J'ai pas besoin de regarder si je fais plus ou je fais moins, tu vois. Tous les mois, c'est la même somme, mais ça, c'est grâce à l'expérience que j'ai eue et grâce au fait que j'ai commencé vraiment tout bas, tu vois. Par contre, il y a des personnes, c'est arrivé à des personnes, je pense que tu es un petit peu dans le même cas que moi. Tu as commencé en bas et ça monte petit à petit. Par contre, il y a des personnes aujourd'hui, notamment sur TikTok, notamment dans le monde de la musique, ils s'explosent du jour au lendemain. Et eux, c'est très, très compliqué. Oui. Ils se retrouvent du jour au lendemain dans des soirées jet set et tout, etc. Même des joueurs pro. Hein. Oui, un joueur pro à 18 ans, il explose. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et moi, cette chance que j'ai, c'est que c'est monté petit à petit, tu vois. Donc, je regarde pas les chiffres, je panique pas par rapport aux chiffres, heureusement. Et oui, j'ai une équipe, moi, pied carré, je suis seul. Le média, je l'ai créé seul. Mes réseaux sociaux, je les gère seul, tu vois, je fais tout seul aujourd'hui. Maintenant, je me suis développé, j'ai un monteur. Donc, il me donne des conseils aussi, tu vois. On discute ensemble. Donc, t'as des gens je poste seul sur Instagram, je poste seul sur Twitter, je fais tout seul. Ouais. T'as pas un community manager non, ou j'en ai pas, non, parce que c'est ma passion, j'aime en fait. Okay. J'aime mettre des news, j'aime vraiment ça, j'aime mettre des tweets, des blagues. Donc ouais, par contre maintenant j'ai un monteur, j'ai une personne qui me fait les miniatures. Oui. Ouais, t'as des gens, tu t'es entouré des gens que tu emploies pour t'aider à produire le contenu plus facilement, plus régulièrement. Ouais, c'est ça. Ouais, et tu vois, t'as dit que ta progression, elle était là, ça m'intéresse vraiment pour mon cas personnel parce que c'est vraiment un truc qui m'a choqué de ma personne. Vraiment qui m'a choqué de ma personne. Le fait de te réveiller, de regarder les chiffres et tout. Mais c'est normal, hein. Mais je pense que tu le fais les premières fois et tu le fais moins maintenant, non? Ouais, maintenant moins. Comme je t'ai dit, je me suis mis des règles en place, mais en fait, ça m'étonne surtout parce que comme on en discutait avant, là, c'est ma 3e saison de podcast. Tu vois, j'ai pas eu d'explosion. Donc, la première année, vraiment, je l'ai fait que par passion. Ouais. Où, comme je t'ai dit, à la fin de l'année, je pense que j'avais 346 abonnés au bout d'1 an. Et j'avais ma femme qui me regardait en mode, gros, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Pose ce micro. Voilà, vraiment comme ça. Donc, tu vois, ce gars-là, je me dis, ce gars-là peut pas, il a fait vraiment par passion, peut pas se faire retourner le cerveau. Et un épisode qui explose et je me dis, oulala, ça a explosé. Et puis, quand le prochain, c'est un 8 sur 10,
ça me met un coup au moral. Faut avoir le recul. Ouais, c'est bizarre. Et ça m'a étonné. Et c'est pour ça vraiment que je te posais la question. Et ça m'étonne que, t'as beaucoup plus d'années d'expérience là-dedans que moi. Donc ça m'étonne pas dans ce sens-là. Mais ça m'étonne que tu réussisses à avoir ce sang-froid-là sans gens autour de toi. Je trouve ça fort. Ça fait partie de ma personnalité, tu vois. Ça fait partie de ma personnalité et je pense que tu te retrouves aussi un petit peu là-dedans. Quand tu fais un truc par passion, bah, le plus important, c'est que t'es kiffé, tu vois. T'es kiffé. Je suis sûr que si je te demande quelles ont été tes 10 interviews préférées, le classement, il va pas être exactement, les 10 vidéos les plus vues. Non. Tu vois. Ouais. Donc c'est la passion. Aujourd'hui, moi, je fais des concepts et il y en a qui vont sortir. Je sais qu'ils vont faire moins de vues que les U17. Ils sont pas sortis, mais je le sais. Par contre, qu'est-ce que j'ai kiffé. Aller en Espagne, voir Nabil Fekir et tout. Toi, t'as kiffé interroger cette personne. Et après, l'argent, aujourd'hui, on en a tous besoin. On vit avec. Mais si tu gardes cette fibre que t'as eue pendant 3 ans, John, je fais ça par passion, bah, c'est ça qui va marcher. Et si ça marche, il y aura les vues qu'il faut, tu vois. Mais ouais, ce que je te conseille, c'est de pas tomber, de pas te dénaturer. En fait, malheureusement, moi, j'ai des amis dans mon entourage qui se sont lancés dans les réseaux aussi et qui m'ont pris comme exemple, tu vois. Bah, je comprends pas, je fais comme Saïd, mais je fais moins de vues, tu vois. Oui, mais il faut pas que tu te dénatures. Moi, j'ai commencé il y a 6 ans, tu vois. Mes premières vidéos, elles faisaient pas de vues. Et après, quand ta première vidéo, elle marche pas, tu commences à te dénaturer. Bah, tiens, je vais un peu plus crier. Tiens, la miniature, je vais montrer un peu d'abdos, je vais montrer un peu de pec, tu vois. Dès que tu commences à te dénaturer, c'est un gros danger. C'est un gros danger. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui sont tombées dedans, ouais, tu vois. Moi, j'ai eu cet exemple. Je te parle un peu de mon anecdote, etc. Et j'avais tourné au début, je tournais des vidéos avec des joueuses féminines, moi. Okay. C'était ma stratégie. Je faisais des frappes avec des joueuses féminines parce que plus accessible. J'ai écrit un DM à une joueuse féminine. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle me réponde, etc. Puis je savais que ça allait marcher parce que on n'a pas l'habitude de voir ça. Il y a la curiosité de voir. Il y a la curiosité. Puis les hommes, ils cliquent, tu vois. Les hommes, ils sont bêtes et méchants. Ils cliquent. Ils ont cliqué. Et il y avait une vidéo, je savais qu'elle allait moins marcher. Club un peu moins médiatisé, joueuse un peu moins médiatisée, un peu moins vendeuse, etc. Mais je me suis dit, j'en ai besoin pour démarcher la joueuse suivante. En mode, la joueuse suivante, je vais pas l'avoir seulement avec 2 vidéos, je vais l'avoir avec 3-4 vidéos. Ok. Et moi, je sais que quand je suis tombé sur ta chaîne aussi, sur ton podcast, ce qui m'a plu, c'est l'authenticité, tu vois. Il y a des vidéos, elles ont 350 vues, mais elles sont là, elles sont belles, elles sont là. Elles sont pas en nos répertoriés, elles sont pas supprimées. Et moi, ça m'a plu. Je te dis la vérité, hein. Si j'étais venu sur la chaîne, j'avais vu que des youtubeurs ou des tiktokers, j'aurais dit non, tu vois. J'aurais dit, il est pas là pour parler football, il est là pour prendre les vues, tu vois. Donc, ouais, après, t'as une stratégie, peut-être que t'as une entreprise de chef d'entreprise. T'es pas non plus là aussi pour jeter l'argent par les fenêtres, tu vois. Si une vidéo, elle te coûte ça, elle te rapporte rien, bah, voilà, à un moment, il faut peser le pour et le contre. Tu vas avoir un deuxième enfant, on n'est pas là pour jeter l'argent par les fenêtres, mais je suis pas inquiet pour toi. T'as l'air d'être une personne posée et c'est bien que t'as un entourage qui t'aide aussi, tu vois. Ouais. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé ça ça a remis l'église au centre du village. C'est le thème. Tant mieux. C'est le thème aujourd'hui. Tout à l'heure, t'as parlé d'aller coacher à plus haut niveau. Tu m'as parlé de l'inconvénient. Attends, je change ma question. Vas-y. Tu dois faire ça combien de temps, les réseaux? Alors, je vais dire une phrase qui va faire parler, hein. C'est normal, mais je pensais pas dire cette phrase un jour et je suis vraiment désolé de la dire, mais c'est mon ressenti. Aujourd'hui, je me vois pas reprendre un boulot normal. Je me vois pas reprendre un travail, horaire de bureau classique, 5 jours sur 7 et tout. Je suis désolé si j'en froisse certains, mais j'ai pris ce rythme-là depuis 5-6 ans et je me suis trop habitué à ce rythme et je l'aime trop, donc je me vois pas reprendre un autre rythme et tout. Donc en fait, les réseaux, moi, honnêtement, je me vois pas à 40 ans sur les réseaux et je pense pas que ça marcherait non plus à 40 ans une personne en train de faire des stories ou en train de jouer à FIFA ou à Fortnite et tout, tu vois. Donc je me vois le temps que je prends du plaisir et le temps que ça marche. Donc ça va sûrement être entre 3 et 5 ans, je pense. Ouais. Après, est-ce que tu vois une comment dire,
c'est l'avantage que tu as avec la chaîne et puis l'audimat que tu as, c'est qu'il y a aussi des reconversions qui sont possibles. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de reconversions. Moi, à la base des bases, quand j'étais jeune, je voulais travailler à la télé, tu vois. Okay. Journaliste sportif, commentateur et tout, c'est vraiment ce que je voulais faire. Après, du coup, j'ai pu toucher ce milieu-là grâce à YouTube. C'est un milieu qui me plaît moins par rapport à ce que je pensais quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour mille et une raisons. Déjà, comme je t'ai dit, milieu trop fermé, même si ça s'ouvre maintenant, milieu trop fermé, ancien pro. Aujourd'hui, pour être consultant, faut être ancien pro. Un ancien pro, il va toujours avoir la parole par rapport à toi. C'est aussi très très fatigant. Par exemple, j'avais fait une vidéo à Munich, un reportage à Munich pour le match Munich PSG. Et en fait, on se rend pas compte, mais il y a que un vol par jour Munich PSG, tu vois. Paris Munich, il est à 20h. Donc le match, il était mercredi à 20h. Donc en fait, moi j'avais pris le vol mardi 20h et jeudi 20h. Donc en fait, pour un match de 90 minutes, t'es bloqué 3 jours. 3 jours loin de ta famille, mardi, mercredi, jeudi, et t'as 2 matchs par semaine. Donc en fait, d'un point de vue familial, je me suis dit non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tu vois, t'es dans l'avion, t'es bien, t'arrives à l'hôtel, par contre, t'attends un jour à l'hôtel. Oui. Ensuite, le match, il se finit à 22h, tu revas à l'hôtel, tu attends ton avion le lendemain à 20h. Et ça va, c'est un vol Paris-Munich, hein, c'est pas le bout du monde, hein, tu vois. Donc en fait, ouais, d'un point de vue famille et tout, puis même, en fait, c'est trop dénaturé. Je me suis rendu compte que tu peux pas dire n'importe quoi sur n'importe quel joueur. Il y a du copinage, il y a des machins. Ça m'intéresse moins, tu vois. Je préfère largement parler de football comme ça avec toi. Ouais. Non, ça a piqué ma curiosité parce que même moi, c'était un truc que je voulais faire de base. Je me pose des questions là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu plus contraignant. En plus, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir parler de manière authentique. Et c'est vrai que à la télé, il y a beaucoup d'autres enjeux. C'est ça, il y a trop d'enjeux. Et ce que j'aime pas dans la télé aussi, c'est que tu vois, dans le football, la vérité d'aujourd'hui est jamais la vérité de demain, tu vois. Si par exemple, je sais pas, il y a un an, tu disais Haaland est meilleur que Mbappé, bah tout le monde allait être d'accord avec toi, tu vois. Ouais. Et si tu redis ça si dans 6 mois ça s'inverse, Mbappé gagne l'Euro, tu vas dire oh bravo à la France, on va dire ouais mais tu te souviens il y a 1 an et demi t'avais dit ça, oui mais c'était vrai il y a 1 an et demi, pourquoi tu me prends la tête, tu vois. Et en fait c'est que ça, c'est que des surenchères et les journalistes ils sont tombés dedans. Aujourd'hui le meilleur exemple c'est Riolo, tu vois. Daniel Riolo, vu qu'il a dit une fois que Verratti il était pas bon, bah en fait il peut plus retourner sa veste, donc il est enfermé dedans. Il est enfermé dedans. En fait il est enfermé dedans, tu vois. Et en fait, moi, je trouve ça, ça me correspond pas, tu vois. Ça me correspond pas. Après, tu vois, John, aujourd'hui, dans 5 ans, il y aura beaucoup de nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui, que on ne sait pas, tu vois. Par exemple, il y a 10 ans, je te disais streamer ou podcaster, tu m'aurais dit ça veut dire quoi, tu vois. C'est un hobby. Donc peut-être que dans 5 ans, il y aura un métier qui me correspondra, qui sera sur les réseaux. Donc let's go. En fait, aujourd'hui, moi, sur tous mes réseaux, j'ai à peu près 1,5 million d'abonnés, tu vois. Si je cumule tout. Je pense que je peux m'en sortir pour monétiser ça tous les mois. Et si moi, tous les mois, je peux faire en sorte de monétiser ça, même dans 5 ans, 6 ans. Et comme je te l'ai dit, garder ma vie de famille, mon rythme de boulot, bah, let's go, tu vois. Est-ce que et toi, tu te vois combien de temps, toi, sur les réseaux? Je sais pas du tout. Franchement, j'ai lancé le 28 podcast. Ans, toi. Ouais, 28. Je vais avoir 29 là, dans quelques jours. Le podcast, j'aimerais le continuer le plus longtemps possible. Si possible, j'aimerais bien même le faire me déplacer. Et j'ai comme un accomplissement. J'aimerais réaliser un documentaire sur Au cœur du jeu où ça serait une occasion pour moi de parler un peu plus de moi, ce que le foot va apporter dans ma vie, et puis de faire ça avec quelques autres joueurs. Et puis Au cœur du jeu, c'est un peu ça comme ça que je le conçois, que je le conçois, c'est que il y a le foot, mais le foot prend une place dans la vie, et il affecte beaucoup de sphères. Donc c'est parler même aux parents des joueurs, comment ça a affecté, faire ça de manière un peu plus large. Et puis je me dis, une fois que j'ai réussi à faire ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le bout de la route, peut-être que je continue le podcast, mais c'est comme l'objectif que j'ai. Une fois que j'ai fait ça, je pense que dans un certain sens, j'aurais dit tout ce que moi j'avais à dire. Le foot, je sais que ça a une date d'expiration. Ma présence sur les réseaux aussi, parce que franchement, c'est une question même que j'avais pour toi. Je sais pas si je suis si à l'aise que ça avec la présence sur les réseaux. Et je voulais savoir, parce que tu as parlé de ta vie de famille,
c'est quelque chose que tu mets pas beaucoup en avant si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Bah en fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Le timing est vraiment intéressant. Moi, j'ai pas de. C'est paradoxal, hein, parce que mon métier de base c'est community manager. J'ai commencé là-dedans et tout. Je suis community manager de base. J'ai pas de réseaux sociaux à moi. Ouais, à toi. J'ai pas Snapchat. J'ai pas de Twitter à moi, j'ai pas de Instagram à moi. Tu sais, souvent les Instagrammeurs, ils ont leur compte et après un petit compte à eux à côté. Oui. Moi j'ai pas ça, tu vois, j'en ai jamais eu. Je saurais pas te dire pourquoi. Les réseaux c'est pas trop ma cam, alors que Okay. je bosse dedans, tu vois. Ouais. Et jusqu'à hier, mon compte Instagram c'était juste pied carré off, tu vois. Et j'ai vu, t'as changé. Je l'ai renommé, j'ai mis Saïd pied carré parce qu'en ouais. fait je suis obligé pour avoir la certification. Je suis obligé par rapport à certaines marques, tu vois. Et ouais, même ça, j'ai mis du temps à le faire, hein, tu vois. J'ai mis du temps, je repoussais. Et ouais, moi, me montrer sur les réseaux, c'est moins mon truc. Je suis à l'aise devant la caméra. Par contre, c'est sûr que tu verras jamais ma femme, jamais mes enfants. Ouais. Ça, ouais, non, ça, bah, tu vois, ça, c'est un autre truc. Par exemple, quand j'avais lancé le podcast, justement, j'avais un peu de monde sur mon compte perso, mais je me suis dit non, je veux un autre compte séparé. T'as bien fait, ouais. Et tu vois, un truc tout bête, j'avais là, c'est un peu c'est à cause de Val, en fait. Quand il est arrivé, tu vois, tout le monde a pris comme 2000 abonnés. Et tu sais, sur mon compte Insta, moi, j'avais que mes potes, j'avais photo de ma femme, photo de mon fils. Et depuis, tu vois, c'était une discussion avec ma femme, tu sais, elle me disait, mais pourquoi tu veux me supprimer et tout? Je dis, mais c'est rien à voir avec toi. Mais je suis pas à l'aise aussi avec cette partie-là. Mais ouais, du coup, ouais, c'est volontaire pour le coup c'est volontaire le fait que tu ne montres pas ta vie privée sur les réseaux. Ouais, c'est volontaire et ça on remet le doigt sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, tu l'avais dit entre deux conversations. Donc ouais, moi c'est vraiment je veux pas être là. Moi je mets très rarement de photos de moi sur Instagram, tu vois, c'est beaucoup de news de foot, il y a peut-être une photo par semaine. Oui. Mais avant, c'était une photo par an, tu vois. Avant, sur mes premières publics, il y avait zéro photo de moi, tu vois. J'aime pas trop me mettre en avant et tout. Et c'est un peu comme tu disais sur le coaching où on en parlait, que je laisse beaucoup de place aussi à mes adjoints, tu vois. Mika, Antoine, Marc Tavé, tout ça a fait partie de ma personnalité, tu vois. Trop regardez-moi, Saïd, je suis le plus fort, je suis le plus beau. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc et moi je suis très pudique, ça c'est je sais pas, ça je pense c'est naturel mon éducation, ouais. Enfin moi je trouve ça fou les gens qui montrent leur femme en train de danser et tout sur les réseaux, franchement. Non ça truc, ça on est bien d'accord là-dessus. Même dans le monde du foot, hein, tu vois, il y a des joueurs, leurs femmes des fois elles sont plus connues qu'eux tellement qu'ils la mettent en avant et il y en a tu saurais même pas te dire avec qui ils sont mariés, tu vois. Non, c'est clair. Donc, comment dire, j'ai regardé ton contenu. Toi, Saïd, je te connaissais pas tant que ça. Je connaissais de ce que j'ai vu au travers de ton contenu. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc, en fait, où je me disais, mais on dirait que c'est le ressenti que j'avais. On dirait que tu t'en fous. Pas tu t'en fous du contenu, mais en mode genre de la désinvolture, c'est ce que je sentais par rapport à ce que tu fais en termes d'image, de te mettre en avant. C'était plus fais ce que j'aime bien faire. Et le contenu, j'aime bien le produire, mais tout ce qui est moi, je sois propre, que je sois beau, que je sois mis en avant, que mon image soit parfaite et tout, non. Juste, j'ai senti beaucoup d'authenticité et t'entendre dire tout ça, ça me fait me rappeler qu'au final, je pense que au travers du contenu, les gens, ils ont pas besoin de connaître le nombre d'enfants que t'as, à quoi ressemble ta femme, mais les gens, ils te connaissent, ils finissent quand même par en apprendre beaucoup sur toi au travers de ton contenu. Et si ce que tu transmets au travers de ton contenu est authentique et te ressemble vraiment, je pense qu'au final, c'est ça qui accroche vraiment les gens. C'est ça, l'authenticité, c'est important. Et la plupart des gens qui me croisent après ou avec qui j'ai une discussion, ils me disent toujours t'es comme sur les vidéos, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc qu'on me dit souvent. Ouais, des fois, tu me voyais à l'entraînement sur les vidéos, je savais que j'étais filmé, j'arrivais pas coiffé, pas rasé et tout, tu vois. Je vais entraîner, moi. Ouais. Je vais entraîner, la caméra, elle est là. Ok, si je vois que sur le montage j'ai une crotte de nez, bah ok, on l'enlève, tu vois. Je suis pas fou quand même. Mais ouais, je vais pas me coiffer et tout. Là, regarde le mur, il y a un petit truc, je l'ai pas peint avant la vidéo. J'ai pas mis mon plus beau pull.
je suis tranquille, tu vois. Je suis comme ça parce que pour moi, en fait, un rythme où t'es pas toi, il est pas tenable. En fait, si tu dois jouer un rôle 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, c'est pas toi, c'est pas tenable. Et après, tu vas en avoir marre et les gens, ils vont voir ton vrai visage. Du coup, ça va pas leur plaire. Bah, c'est pas tenable, tu vois. Et moi, la première chose que on m'a dit, qu'on m'a conseillé quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, on m'avait dit, attention, faut pas que tu te fasses porter par tes invités, tu vois. Au début, je tournais comme je t'ai dit, qu'avec des joueuses de foot. Et c'est vrai que la réflexion, elle était bonne. Aujourd'hui, si moi, je mets une frappe, enfin, au début, si je mets une frappe seule dans la cage, personne va regarder. Il faut pas que les gens, ils tombent dans le truc. Je vais regarder qui est l'invité de John, qui est l'invité de Saïd. Non, je vais regarder John. Il parle avec qui? Ok, tac, tac, tu vois. Et ça, j'ai réussi à bien m'en détacher. Parce qu'au début, je tournais qu'avec des joueuses de foot, tu vois. Non, maintenant, les gens, ok, ils regardent Saïd, ils regardent John. Donc, ça, c'est un truc avec lequel je galère un peu quand même. Ouais, mais il faut le juste milieu, tu vois. Surtout parce que de base, t'es un podcast où j'ai un invité, donc c'est difficile de base, ouais. De base, l'invité, toi, il est vraiment, c'est vraiment le cœur de la vidéo, tu vois. Donc ça, c'est un contenu un peu différent, mais ouais, si un jour tu fais un podcast sur toi, sur au cœur du jeu comme tu veux faire, les gens, ils commencent à être attachés à toi. Donc c'est cool, ouais. Et tu parles un peu avec des joueurs de foot pro, parce que moi aussi, c'est une des transitions que je veux faire, un petit peu parler football avec des joueurs pros, tu vois. Toi, je pense que tu dois avoir quand même un bon réseau, ouais. Ouais, j'en ai eu quelques-uns. J'essaye d'en avoir plus. Et ça fait partie des réflexions que j'avais. C'est, est-ce que tu connais Call Interview? Ouais. Bah, est-ce que Oh My Goal, je bossais à Oh My Goal avant, donc je connais bien, ouais. Ok. Bah, tu vois, c'était une des questions que j'avais, des réflexions que j'avais, c'est est-ce que tu veux basculer du côté, j'ai que des pros, j'ai des gros noms. Est-ce que c'est ça ton objectif? Ou si tu restes fidèle à ce qui est au cœur du jeu pour toi, ben, ce serait, bien évidemment, tu veux avoir demain Mbappé, il veut passer, mais bien, bien. Mais aussi d'avoir des gens qui sont plus près des humains normaux, entre guillemets. Ouais. C'est ça qui fait le succès au cœur du jeu, hein. C'est qu'on découvre des histoires. Je t'ai dit, moi, la première vidéo sur laquelle j'ai été tombé, c'était un joueur que je connaissais pas, tu vois. Ouais. Une histoire et tout, donc c'est bien. Toi, je t'ai pas posé la question. Tu mets aussi ton contenu sur TikTok ou c'est que des contenus volés qu'une personne? Non, je mets mon contenu sur TikTok aussi. Après, je galère parce que des fois les autres ils sont vifs, ils mettent avant moi, donc ils sont rapides, hein. Ils font ça bien à partie 1 et tout. Ben ouais, je mets aussi mon contenu sur TikTok. Je voulais savoir, est-ce que tu regardes les commentaires? Comme tu m'as dit que t'as pas de community manager, ça veut dire que quand il y a une réponse de maintenant Saïd Pied-Carré, c'est toi. C'est moi. Voilà. C'est moi. Est-ce que tu regardes les commentaires? Alors, comme je t'ai dit, en fait, quand j'avais créé ma page Facebook, les commentaires au début, je les regardais, mais après, vu qu'ils parlaient pas de moi, ils parlaient de la page, je les regardais de moins en moins, tu vois. Je les regardais plus, en fait. Et pareil, j'ai cette carapace. Aujourd'hui, je regarde, on va dire, les 5, 6 top commentaires, tu vois. Ok. Comme ça, s'il y a un truc, que j'ai pas vu ou qui est révélateur, tu vois, après, sans faire le mec, tu vois, j'ai beaucoup de commentaires, je peux pas tous les lire. Oui. Je peux pas tous les lire, mais ouais, par exemple, quand je sors une vidéo sur la première heure, je les regarde, ils sont triés, je les regarde tous. Okay. Au moins, t'as vraiment les premiers ressentis. S'il y a une dinguerie, en fait, ça permet de voir les erreurs. Oui. Ok, trop bien la vidéo. Par contre, il manque un but à un moment. Ouais. Ah ouais, merde, où ça? Ouais, problème de son, comme ça. Ou... Mais quand je te mens pas, quand je lance un nouveau concept, ouais, je regarde okay. Pour avoir les retours. Par contre, quand c'est un concept qui est lancé déjà, d'accord. Je sais ce qu'il va avoir, ouais. Et est-ce que tu sais c'est quoi les commentaires les plus négatifs que tu as reçus? Il y en a un qui revient souvent. Ou... Ouais. Hein? Ouais, il y en a un, il revient souvent. Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup de commentaires négatifs, ça j'ai de la chance par rapport à ça. Mais celui qui revient souvent, c'est il se prend pour Guardiola. il revient souvent lui. En fait, parce que mes joueurs à moi, les gens ils vont dire ouais, ils se prennent pour des pros. Et moi ils disent la même chose. Ouais, okay, je vois. Est-ce que t'en as un qui revient souvent, qui est pertinent, qui s'applique un peu, un commentaire où tu t'es dit ouais ça, vas-y, cette critique-là, je la prends. Il y en a une qui revient souvent. Je l'ai pris un peu en compte, c'est que les gens au début ils trouvaient les épisodes trop courts. Okay. Au début, mes épisodes ils faisaient entre 18 et 22 minutes. D'accord. Quasiment tous sur la saison 1. Je crois qu'il y en a aucun qui dépasse 22 minutes à part la finale. Et au début, les gens ils commençaient vraiment à dire ouais c'est vraiment court, trop court. Donc j'ai augmenté un peu, ouais. Okay. J'ai augmenté un peu. Après sur la saison 2, j'étais entre 27 et 30, ouais.
Ouais. Parce que là, je vois même sur Cauchemar en District, il y en a une qui est autour de 40 minutes même. Ouais, c'est plus long, ça, par contre, ouais, pour bien tout montrer, toutes les erreurs, toutes les corrections. Et en plus, je pense aussi que YouTube a évolué. Moi, ça m'arrange parce que je fais des contenus longs. Mais je pense que YouTube a évolué aussi dans le sens où de fou, c'est comme un peu une concurrence à Netflix où, bah, vas-y, les petites vidéos courtes de 5, 8, 10 minutes, elles ont leur place. Mais, vidéos de 40 minutes contenus longs, qui vont un peu un épisode que tu regarderais sur Netflix, bah, il y a des gens qui consomment ça aussi. Ouais. Maintenant, les plus gros YouTubeurs, tu fais une vidéo de 45 minutes et t'es pas un ovni, tu vois. C'est classique et tout, Donc, il y avait cette remarque qui revenait souvent. Après, c'était pas vraiment des remarques, c'était plus des questions. Pourquoi ce joueur joue pas? Pourquoi ce joueur joue pas? Ça revient souvent en commentaire aussi. Les gens, ils posent des questions. Mais sinon, non. Après, comme je t'ai dit, je regarde surtout les commentaires de la première heure, surtout les nouveaux concepts et les top commentaires quand il y en a. Okay. Mais par contre, sur les autres créateurs de contenu, ça m'arrive de regarder pour voir ce que les gens pensent, tu vois, par exemple sur tes vidéos, les commentaires d'autres vidéos. Les commentaires des vidéos d'autres créateurs de contenu. Okay. Ouais, par exemple, j'avais regardé une vidéo à toi et un des commentaires il disait c'est mon épisode préféré avec celui-là. Du coup, moi, ça m'a trop aidé. Je dis, si je dois regarder un épisode, c'est celui-là, tu vois. Ok. Je regarde vraiment dans ce genre de truc, ou pareil, comment ils ont senti l'invité et tout. J'aime bien voir, tu vois. J'aime bien avoir l'avis des gens, ouais. Ok. J'ai 2-3 questions que je te pose en rafale. La première, c'est un peu une transition directe. Tu me diras si tu veux faire de la pub à des gens, mais quel créateur de contenu tu préfères? Moi, je regarde pas beaucoup YouTube. Ok. Franchement, je regarde pas beaucoup YouTube. Depuis que j'ai eu des enfants, politique de pas d'écran à la maison, tu vois. Pas d'écran à la maison. Donc après le soir quand on se retrouve avec ma femme, on regarde un truc qui l'intéresse elle, tu vois. Ouais. Donc je consomme très peu YouTube. Okay. Je consomme plus TikTok. D'accord. Et sur TikTok, j'aime bien, enfin même si c'est pas toujours toi qui les poste. j'aime bien toi, Val, j'aime bien ce qu'il fait sur TikTok. Par exemple, Val, cette saison, j'ai pas eu la chance de regarder encore ses épisodes YouTube, tu vois, de me poser. Mais par contre, je connais presque toute son équipe parce que je vois bien ce qu'il fait sur TikTok. D'accord. Baptiste, Macon, Brian Becugnou, tu vois, son ancien coach et tout. Mais sinon, là où vraiment je vais me poser sur YouTube, je vais regarder, c'est pas hors foot. Ça va être Mr V. Ok. Mr V, le YouTuber que j'aime. J'aime beaucoup lui. Je pense que c'est peut-être le seul que je regarde, Ok. Ça, on a répondu. Bah, tu y as répondu aussi, mais en gros, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de tes années avec les U17, le côté humain ou le côté sportif? Je pense que ça boucle bien la boucle. C'est les deux sont liés, tu vois. Le côté humain était tellement bien parce qu'on a vécu deux belles saisons sportives, tu vois. Mais ouais, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a vraiment une vraie relation avec les joueurs et tout, tu vois. Aujourd'hui encore, on se parle. Enfin, il y a une vraie appréciation réciproque coach-joueur que j'avais jamais connu avant, tu vois. Ouais. Un vrai respect et tout, ça m'a marqué. Puis après, on a eu quand même des belles aventures. On est arrivé en finale de coupe du Rhône. La coupe du Rhône, c'est super relevé. On était en D2, on est arrivé en finale. On a fait un tournoi au Portugal où là, c'est grâce à ma chaîne YouTube, tu vois. Mais j'ai été invité. On a affronté FC Porto. Ouais. AZ Alkmaar. Dans l'autre poule, il y avait Paris. On aurait pu jouer contre le PSG. Ouais. C'était vraiment ce qui m'a marqué. Puis le fait d'avoir marqué les gens, tu vois. D'avoir marqué les gens. Je sais que ma série a été beaucoup regardée, beaucoup appréciée. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit j'ai commencé le foot grâce à toi. Il y a des coachs qui m'ont écrit j'ai commencé le coaching grâce à toi. Ça c'est magnifique, ouais. Ça c'est vraiment ce qui m'a marqué, ouais. D'avoir inspiré un peu les gens. Et pour conclure, tu m'as dit que tu n'avais pas d'idée avant qu'on enregistre, mais je te pose quand même la question. Qu'est-ce que les gens ignorent sur toi que tu voudrais qu'ils sachent? Qu'est-ce que les gens ignorent sur moi? Je sais pas s'ils l'ignorent ou pas, mais peut-être, je sais pas. C'est que je suis vraiment à la conception des épisodes du début à la fin, tu vois. Sur l'écriture, là on va mettre ça. Attends, le joueur, je me souviens à l'entraînement, à un moment,
C'était au début de l'entraînement, il a dit que ce week-end, il le sentait mal. Viens, on va chercher le rush. Et ce week-end, finalement, il a marqué. Donc vas-y, on va le mettre juste avant son but. Sur tous les épisodes, je suis à la conception du début à la fin. Ça, peut-être que les gens le savent pas. Mais je fais un vrai travail d'écriture et j'aime beaucoup ça, tu vois. On va mettre cette musique, ce flashback. Viens, on va mettre ça, tac, tac. Là, par exemple, j'avais mon cadreur, mon monteur et tout, tu vois. Ouais. Et par exemple, je savais que le week-end, j'allais pas prendre un joueur ou j'allais le prendre. Par exemple, je savais que le week-end, j'allais prendre un joueur. Je lui disais, il le sait pas encore, il le saura soir avec les convoques. Va l'interviewer. Demande, et tu lui dis, voilà, ça fait 3 jours, ça fait 3 matchs qu'il a pas joué, comment il se sent, tu vois. Du coup, il allait filmer. Du coup, si le mec, il disait, voilà, je continue à travailler, mon heure va venir, et que du coup, si le week-end, ça se passait bien, on utilisait cette image, si il se passait rien, on mettait rien, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'étais vraiment à la conception, réalisation de tous les épisodes et tout. Peut-être que les gens ne le savent pas, ça, ouais. Ok. Et juste pour donner une idée aux gens, tu penses que tu passes combien d'heures semaine sur le boulot? En fait, mon boulot sur YouTube ou sur tout? Surtout, parce que ça, YouTube, j'ai envie de dire que YouTube, si on segmente avec YouTube, c'est du point de vue du consommateur. Toi, ta journée, tu travailles sur tout. Ouais. Si moi je dis sur YouTube, c'est juste là où moi je vais consommer ton contenu, mais toi, au final, ton temps, il est réparti comment les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. En moyenne, c'est un 35 heures, je pense. Mais il y a beaucoup de travail le soir parce que je peux travailler de mon téléphone, tu vois. Une grosse partie de mon boulot, elle est de mon téléphone. Donc moi, je peux avoir n'importe quelle journée de libre, sauf des fois le vendredi quand la vidéo elle sort le samedi. Faut être actif et tout, surtout en fin de semaine. Mais moi, je travaille plutôt le soir avec mon téléphone quand ma femme elle couche les petits, quand elle regarde un film ou le matin, tu vois. Donc je dirais entre 35 et 40 heures, tu vois. Okay. Entre 35 et 40 heures, mais réparties comme bon me semble. Donc ça fait du 7 heures par jour. Ça fait sur une journée type classique peut-être 3-4 heures, tu vois. D'accord. Et après des fois le boulot c'est juste aller à l'entraînement de futsal, je compte 2 heures, tu vois. Oui. Je vais juste à l'entraînement tranquille. C'est le boulot, c'est ça que je veux dire. C'est le boulot. Ça compte quand même. C'est le boulot. Ça compte quand même. Ok. C'est tout pour cet épisode. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier Saïd de s'être prêté au jeu. Si vous avez des questions, que ce soit pour lui ou pour moi, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. En attendant les prochains épisodes, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je suis de plus en plus actif et sur TikTok où je vous propose du contenu exclusif. Je vous invite encore une fois à vous abonner et à activer la cloche parce que là, on arrive dans une période où je vais vous sortir du lourd. Du très, très lourd. Donc on se dit à très bientôt pour ça. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.